Bonjour, merci de m'avoir invité pour cette nouvelle édition de la Maforcale. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être avec vous en personne. On va essayer de faire au mieux. Donc, je vais parler brièvement aujourd'hui du syndrome d'activation mastocytaire, MCAS ou SAMA, selon que l'on est plus en anglais ou plus en français, du point de vue du biologiste. Donc, pour commencer, le plan de ce que je vais vous raconter. Donc, d'abord une petite introduction, ensuite le rappel de la définition du MCAS, un chapitre intitulé Excalibur, que je vous laisse découvrir, l'algorithme diagnostique et puis une conclusion. En introduction, je voudrais vous rappeler que les mastocytes sont des cellules du système immunitaire dont l'origine est multiple. On a des mastocytes qui proviennent du sac vitellin, donc de la vie intra-utérine. C'est la première vague de colonisation des tissus par des mastocytes. Et certains de ces mastocytes persistent tout au long de la vie, donc notamment par exemple dans la peau. Donc on a une hétérogénéité d'origine des mastocytes dans les différents tissus. Par la suite, les mastocytes deviennent des cellules d'origine hématopoïétique avec une production plus ou moins constante à partir de la moelle osseuse. Les mastocytes sont des cellules myéloïdes qui sont apparentées par leur origine aux granuleux et aux eosinophiles, basophiles par exemple, et par leur fonctionnement, non seulement aux granulocytes, mais aussi au système des phagocytes mononucléés, donc les monocytes et leurs dérivés, macrophages, etc. Les mastocytes migrent sous forme immature, forme de précurseur vers les tissus, et c'est dans les tissus qu'ils vont effectuer leur maturation, qui est donc orchestrée par le micro-environnement. On parle donc de plasticité et d'hétérogénéité des populations mastocytaires tissulaires. Et en plus d'être les effecteurs des réactions allergiques, les mastocytes sont des sentinelles des tissus aux frontières de l'organisme. Ce sont donc des cellules immunitaires qui assurent la défense de l'organisme vis-à-vis des différents agresseurs potentiels. Si on regarde la classification des pathologies mastocytaires, on peut parler d'hyperplasie, de mastocytose, de leucémie et de MCAS. Donc, vous voyez les différents cadres que j'ai entourés en rouge. Donc, l'hyperplasie mastocytaire, qui n'est pas une pathologie maligne ou clonale, en fait, c'est une hyperplasie réactionnelle. La mastocytose avec ses différents sous-groupes dont on ne parlera pas aujourd'hui, la leucémie myélomastocytaire, qui est une entité différente, et puis enfin notre MCAS, qui peut être classifié en primaire. Donc dans ce cas, c'est un clonal, on l'appelle aussi MMAS. Un MCAS secondaire, par exemple, à une allergie. On peut avoir des MCAS qui sont mixtes, primaires et secondaires. On peut avoir des MCAS qui sont associés à une alpha-tryptasémie héréditaire. Je précise qu'on ne dit pas hyper-alpha-tryptasémie, mais alpha-tryptasémie héréditaire. Et enfin, on a les MCAS idiopathiques pour lesquels on n'a pas mis en évidence de facteurs déclenchants, ni de clonalité, ni de HAT associé. En fait, quand on regarde les mastocytes, on peut avoir une activation ou une prolifération ou les deux. Et on a souvent un chevauchement. Donc, le MCAS, c'est a priori une pathologie liée à l'activation mastocytaire, mais dans certains cas, il y a un chevauchement avec des pathologies prolifératives. Donc, c'est là qu'on va retrouver, par exemple, les MMAS ou des mastocytoses avec des syndromes d'activation mastocytaire, MCAS. Donc, pourquoi il est important de faire cette distinction? C'est parce qu'en fait, l'exploration biologique va être différente dans la mesure où on va rechercher des, euh, des, euh, des marqueurs, enfin, des éléments de diagnostic, de stratification qui sont différents. Donc, ceci étant dit, on va donner une brève définition des MCAS. Pourquoi? Parce que c'est bien de remettre les idées en perspective, même si je sais que le professeur Jean-François Nicolas vous a parlé longuement tout à l'heure sur ce sujet. Donc, quand faut-il évoquer un syndrome d'activation mastocytaire? Eh bien, en fait, les éléments cliniques les plus évocateurs sont l'anaphylaxie, le flushing, l'urticaire, et puis on a tout un tas d'autres
symptômes, hypotension, prurite, angioëdème, wheezing et puis, ça peut aller jusqu'aux maux de tête, céphalalgie, diarrhée et différents syndromes neurologiques ou neuropsychiatriques. En fait, ces symptômes qui sont parfois assez peu spécifiques, nécessitent donc une démarche qui, elle, va être, vraiment, très rigide, très bien construite et donc on a besoin de 3 éléments. Chacun d'entre eux est indispensable pour faire un diagnostic de certitude d'un MCAS. Ces 3 éléments sont des symptômes qui sont évocateurs d'une libération de médiateurs mastocytaires, une augmentation transitoire documentée, dans, enfin des niveaux de médiateurs libérés par les mastocytes et une efficacité des, traitements qui ciblent les, médiateurs mastocytaires ou les mastocytes. Ça, c'est encore une autre discussion. Donc si on regarde de plus près ces 3 éléments, heu, on quand on parle de ces symptômes qui sont évocateurs d'une libération de médiateurs mastocytaires, heu, on va chercher notamment, heu, la, répétition de symptômes mastocytaires qui touchent au moins 2 organes. Par exemple, la peau et le système cardiovasculaire, la peau et le tube digestif, les, les poumons, des symptômes, ORL et cetera. Quand on parle des médiateurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la littérature. Donc j'ai mis la référence de 2022 ici, fin 2022. Le meilleur, marqueur d'une, activation mastocytaire est la tryptase parce que c'est un marqueur qui est bien validé. On a besoin d'une tryptase aiguë prélevée au maximum, dans les 4 heures après le début des symptômes et une tryptase basale minimum 24 heures après la résolution des, symptômes. Et on utilise la formule, consensus qui est enfin consensuelle, qui est, que le cutoff pour, affirmer une dégranulation mastocytaire est, est représenté par une tryptase aiguë, supérieure ou égale à 120 de la tryptase basale plus 2 microgrammes par litre ou, nanogrammes par millilitre de tryptase. On a évidemment enfin, des discussions qui continuent sur les symptômes et la manière de faire un diagnostic de MCAS. Il faut éviter, de partir sur des MCAS, devant des symptômes non spécifiques et en l'absence d'une validation par les médiateurs ou par l'épreuve thérapeutique. D'une part parce que, ça conduirait à des nombres très importants, une proportion très importante de patients soi-disant souffrant de MCAS dans la population générale et puis aussi, parce que si on se focalise sur un MCAS, on peut passer à côté d'une pathologie, heu, autre, qui pourrait être, elle aussi ou encore plus, grave. Donc je vous avais parlé d'Excalibur. En fait, le biologiste a une épée, Excalibur spéciale MCAS. Il s'agit bien sûr de la tryptase. Donc je vais vous, présenter quelques rappels. Les tryptases humaines donc sont, codées par des gènes présents sur le chromosome 16. Elles sont ensuite, transcrites en ARN messager. La synthèse des monomères de la tryptase, donc les formes immatures de la tryptase, a lieu dans le réticule endoplasmique, puis le complexe de Golgi. Donc, ce sont les monomères alpha et bêta. Les gamma et delta sortent du cadre de la discussion d'aujourd'hui. Ils n'interviennent a priori pas dans la physiopathologie du MCS. Ces monomères alpha et bêta immatures sont produits de manière permanente par le mastocyte et ils sont en partie libérés à l'extérieur de la cellule. Les gamma sont accrochés à la membrane des granules. Les delta, ils restent dans le cytoplasme, ils sortent complètement de notre discussion. Donc, les monomères qui ne sont pas libérés euh, de manière donc constante dans l'espace extracellulaire sont
dirigés vers les granules sécrétoires, donc un compartiment spécialisé du mastocyte, où ils vont former des tétramères. Alors, on parle de tétramères, soit, soit homotétramères, donc bêta 4, soit hétérodimères, alpha 2, bêta 2. Ces tétramères sont portés par un échafaudage de protéoglycanes, ce qui permet de les maintenir dans leur forme active, immédiatement active, tout en préservant une action immédiate. Donc, au moment de l'activation mastocytaire, on a une dégranulation avec libération de la tryptase mature tétramérique, bêta 4 ou alpha 2, bêta 2, qui va être, elle aussi, sécrétée dans l'espace extracellulaire et qui va donc venir s'ajouter aux monomères déjà présents. Donc, on a une tryptase basale qui est composée de monomères, alpha, et une tryptase dite aiguë qui est composée de tétramères, soit homotétramères, soit hétérotétramères. Les méthodes de dosage actuelles, validées pour la clinique, prennent en compte la tryptase totale, c'est-à-dire les monomères et les tétramères, les alpha et les bêta ensemble. Et donc, on va avoir soit une augmentation permanente, persistante de la tryptase basale, et dans ce cas, on est dans des cadres de désordre mastocytaire, mais aussi certaines causes métaboliques, des contextes hématologiques, etc. On va voir quelques exemples, soit une augmentation transitoire, c'est ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui. On est alors devant une activation mastocytaire qui est systémique. Pourquoi systémique? Parce qu'en général, la tryptase est dosée dans le sérum et donc elle reflète un événement systémique. On ne parle pas ici de la tryptase mesurée dans un tissu. Et donc, cette activation mastocytaire systémique peut entrer dans le cadre d'une anaphylaxie isolée, d'une anaphylaxie qui elle-même fait partie d'un syndrome d'activation mastocytaire, et on peut aussi avoir une lyse massive de mastocytes dans certains cas dont on ne parlera pas aujourd'hui. On a donc pour la tryptase une complexité qui est à la fois génétique, structurale, fonctionnelle et de dosage. Donc, quelques petits mots supplémentaires sur la tryptase humaine. Ce sont donc des sérines protéases. On a 2 loci sur chaque chromosome 16, un locus TPS bêta 2 qui va coder uniquement pour de la tryptase bêta et un locus TPS AB1 qui code pour une tryptase bêta ou une tryptase alpha. Donc, on a des haplotypes normaux qui sont soit alpha-bêta, soit bêta-bêta pour chaque chromosome 16, et donc pour chaque individu, correspondant donc à 2 chromosomes 16, une diploïdie 16, on a soit un bêta 4, soit alpha bêta 3, soit alpha 2, bêta 2. Plus de alpha, on est dans l'alpha-tryptasémie héréditaire. À noter qu'on a des variations qui sont observées, en tout cas d'après ce qui est décrit actuellement, principalement pour les allèles alpha. Donc, par exemple, on en parle rarement, mais en population générale, environ 30% des individus ont une absence de tryptase alpha, sans anomalie clinique identifiée actuellement, et inversement, 5 à 8% de la population générale présente une ou plusieurs copies surnuméraires d'allèle alpha. On est là, dans ce cas, dans l'alpha-tryptasémie héréditaire. J'ajoute que la séquence d'acides aminés des différentes tryptases est fortement homologue. En fait, ces gènes sont des gènes qui sont nouveaux et qui sont récents et qui sont encore en train d'évoluer, tant et si bien et en plus, ils sont en position subtélomérique. Donc, tout ça fait qu'ils évoluent rapidement, et c'est la raison pour laquelle, par exemple, on n'a pas une correspondance aussi précise que pour d'autres gènes entre l'homme et la souris. Donc, je reviens à l'homme. Cette forte homologie entre les tryptases alpha et bêta humaines explique la raison constitue la raison pour laquelle le génotypage de la tryptase est possible seulement avec des méthodes de biologie moléculaire de type Digital Droplet PCR, parce que le séquençage est insuffisant et la NGS est insuffisante, justement à cause de cette très forte homologie. Maintenant, si on regarde la mesure de la tryptase in vitro, donc on va expliquer
cette élévation transitoire. Donc, vous savez tous, on parle d'élévation transitoire. Vous savez qu'on a besoin de 2 prélèvements pour identifier cette élévation transitoire. Donc, on a une fructase qui est basale et puis qui, à un certain moment, augmente avant de redescendre progressivement pour retrouver son niveau d'avant l'augmentation. Donc, comment ça marche? Au moment où on a un facteur déclenchant qui est appliqué, on a très rapidement le début des symptômes dus à la dégranulation mastocytaire. De manière décalée, on a une augmentation qui est détectable de la tryptasémie avec un pic qui survient ultérieurement, une demi-vie d'environ 1h30 qui conduit à un retour à la tryptasémie basale, en général 24 heures à peu près après la résolution des symptômes. Quels sont les intervalles de temps à connaître? En fait, on a moins de 2 à 4 heures entre l'application du facteur déclenchant et le début des symptômes. On a environ 30 minutes entre le début des symptômes et l'augmentation détectable de la tryptasémie. On a environ 1 heure ensuite jusqu'au pic de tryptasémie et les fameuses 24 heures, donc qui ne sont pas calculées dans les règles de l'art, les 24 heures ne sont pas calculées à partir du début des symptômes, mais à partir de la résolution des symptômes et des signes d'anaphylaxie. Et qu'est-ce qu'on a en termes de monomères ou tétramères? Eh bien, en tryptase basale, on a des monomères. Au moment de la dégranulation, on a un mélange de tétramères et de monomères qui persistent donc pendant toute la durée de l'augmentation transitoire. Et puis, au moment de la résolution, et après, nous, on revient à une tryptase composée de monomères. Ce qui est intéressant, donc jusque-là, tout est facile, mais ce qui est intéressant, mais aussi une source de difficulté, est que la tryptasémie basale, elle présente des variations interindividuelles, et donc il faut savoir la regarder, l'interpréter et l'utiliser pour pouvoir identifier cette augmentation transitoire. Donc, on a besoin de connaître les valeurs de référence de la tryptasémie basale. Et ces valeurs de référence, donc c'est un message clé de la présentation en 2022 pour le test de la tryptase totale par méthode fluoro-enzymo-immuno-assay. On est à une moyenne géométrique donc, qui est comparable à la médiane de 3,3 microgrammes par litre. Et le 95e percentile se situe à 8,4 microgrammes par litre. Cette valeur de 8,4, elle remplace la valeur de 11,4 que tout le monde avait retenue, qui avait été remplacée ensuite par 11,0, mais qui n'avait pas marqué les esprits. Donc, actuellement, nous sommes à une valeur normale supérieure aux alentours de 8 microgrammes par litre, pour des raisons qui sont liées à la description et à la compréhension de l'alpha-tryptasémie héréditaire. Entre 6,5 et 8 microgrammes par litre, on peut parler d'une zone grise pour le dosage de la tryptase, et on va alors chercher ce qu'on appelle des drapeaux, enfin des red flags, ça sonne mieux en anglais qu'en français, donc des drapeaux rouges. Voici quelques exemples, une histoire clinique ou un examen clinique évocateur d'une pathologie mastocytaire, la présence de membres de la famille avec une tryptase basale supérieure à 8, dans ce cas-là, on peut considérer que la tryptase est supérieure et pas inférieure à 8. Une tryptase supérieure à 20 microgrammes par litre, je vous rappelle, est un critère diagnostique pour la mastocytose. C'est un des 3 critères mineurs. Et la valeur de 11,4, donc ce qui est supérieur à 11,4 est actuellement proposé comme résultat évocateur d'une pathologie mastocytaire clonale, dès lors qu'on a éliminé des facteurs majeurs d'augmentation de la tryptase basale. Donc, quels sont ces facteurs majeurs d'augmentation de la tryptase basale? Eh bien, on va les voir ici. On a donc tout d'abord l'alpha-tryptasémie héréditaire, pour laquelle on a des valeurs de tryptase basale comprises en général entre 8 et 50. On a la mastocytose systémique indolente, qui peut être associée à des valeurs de tryptase peu élevées,
à partir de 15, mais qui peuvent être très élevés aussi. Des dysplasies myéloïdes, des néoplasmes myéloïdes qui peuvent avoir une tryptase légèrement élevée ou franchement élevée, donc de 10 à 1000. Plus intéressant, parce que plus fréquent et on sort du cadre classique des pathologies, des désordres mastocytaires, l'insuffisance rénale chronique ou les pathologies de néphropathie, en fait, sont associées à une augmentation de la tryptase qui peut être significative, notamment lorsque l'on veut explorer une tryptase basale légèrement élevée, donc avec des valeurs entre 10 et 30. Enfin, les parasitoses, les helminthiases, sont associées à une augmentation de la tryptase dans ces zones de 10 à 20 qui posent problème pour les histoires de MCAS. Juste pour information, euh, quand on regarde la population générale, si on considère qu'environ 6% des individus ont une tryptase basale qui est supérieure à 11, parmi ces 6%, la grande majorité, plus de 9 sur 10, vont avoir une alpha-tryptasémie héréditaire. Parmi ceux qui restent, la majorité vont avoir une pathologie rénale chronique et un faible nombre d'entre eux vont avoir une maladie clonale, néoplasme myéloïde, etc. Donc, ce n'est pas inintéressant d'ouvrir l'œil. Et parmi ceux qui sont inférieurs à 11,4, mais supérieurs à 7,5 ou 8, on en a quelques-uns qui ont des tryptases un peu variables, mais d'autres qui sont de manière permanente dans cet intervalle et qui méritent donc d'être explorés s'ils ont ce qu'on a appelé tout à l'heure des red flags. Enfin, juste pour que vous le sachiez, d'autres situations sont associées avec une tryptase basale significativement plus élevée ou diminuée, mais cette signification est visible uniquement dans les populations, dans les grands effectifs, et on n'a pas vraiment, sauf pour la personne âgée et le nourrisson, on n'a pas vraiment d'interférence avec le raisonnement clinique de tous les jours. Donc les âges extrêmes, le sexe masculin, l'obésité, le diabète, les pathologies cardiovasculaires, le fait de fumer, la mastocytose cutanée sont associées avec des tryptases basales statistiquement légèrement plus élevées et de manière, on va dire, anecdotique, le fait de consommer beaucoup d'alcool conduit à une diminution de la tryptase basale dans certaines, mais pas toutes, dans certaines causes, mais pas dans toutes. Ici, donc, la diapo phare sur l'anaphylaxie. Donc, on n'oublie pas qu'on fait 2 prélèvements pour le dosage de la tryptase aiguë, 30 minutes à 2 heures, la tryptase basale, minimum 24 heures. Donc, je vous ai remis ici tout plein d'informations. Ne pas oublier que les tryptases aiguës sont souvent inférieures à 11,4, donc on ne raisonne pas uniquement sur la valeur aiguë. Et puis, donc, ici, il est intéressant de noter qu'en 2022, dans Allergy, le ACI a publié des guidelines pour l'anaphylaxie et que dans ces guidelines, on met sur au même niveau la suggestion d'utiliser les critères cliniques pour identifier une anaphylaxie et de mesurer la tryptase sérique 30 minutes à 2 heures après le début de la réaction et la tryptase basale au minimum 24 heures après la résolution des symptômes, avec la fiche technique qui est ici à côté. Maintenant, donc, un petit tableau récapitulatif pour la tryptase basale. Donc, la tryptase basale supérieure à 5 doit faire réfléchir en cas d'hypersensibilité immédiate au venin d'hyménoptère, supérieur à 6,5 si on a une HAT ou si on a différentes raisons d'anaphylaxie. Supérieur à 8, on va penser à la HAT. Supérieur à 20, on va penser à une mastocytose systémique. Évidemment, enfin, je dis penser, mais c'est évoqué. Ne pas oublier qu'on doit ajuster la tryptase basale
si un diagnostic de HAT a été déjà posé. Et enfin, donc pour la ASAT, pour l'aiguë et la basale, on a notre consensus qui confirme la dégradation mastocytaire avec certaines manières d'interpréter cette élévation qui sont actuellement en cours de discussion. Donc ici, j'ai mis un tableau qui me paraît très intéressant avec les signes et symptômes qui sont suggestifs de pathologie myéloïde ou mastocytaire, notamment l'anaphylaxie. Et aussi, si on a une tryptase basale qui est discordante avec le nombre de copies de TPS-AB1. Et ici, donc, un petit tableau qui est intéressant pour déterminer quelle est la valeur attendue de tryptase basale si on a une HAT. Donc, si par exemple, on a une HAT avec une copie surnuméraire, on a une tryptase basale attendue qui est à 13,60. L'algorithme diagnostique, donc on a des symptômes suggestifs de libération de médiateurs mastocytaires. Si on a des red flags, à ce moment-là, on va directement aller chercher une maladie clonale mastocytaire. Si on n'a pas les red flags, on va mesurer la tryptase basale, évidemment aussi la tryptase aiguë au moment d'une réaction. La tryptase basale supérieure à 8 doit nous inciter à mesurer, à rechercher une HAT par une DDPCR. Et si on a une HAT, à ce moment-là, on va regarder sa cohérence avec le niveau de tryptase basale. Si oui, on va quand même regarder, rechercher une pathologie mastocytaire clonale. Et si la HAT est exclue et que la tryptase basale est supérieure à 11, on va quand même, là aussi, rechercher une clonalité. Si la BST, la tryptase basale n'est pas supérieure à 11, on arrête. Et dans le cas où la tryptase basale, dès le départ, est inférieure à 8, en l'absence de considération d'anormalité, on va éliminer la HAT soit d'emblée parce qu'elle est peu probable, soit après avoir effectué donc un test de DPCR. Ce qui nous conduit à un algorithme qui est proposé, qui va peut-être arriver dans peu de temps, c'est-à-dire qu'on va utiliser de plus en plus la tryptase aiguë, avec évidemment la tryptase basale associée, pour détecter l'activation mastocytaire, et la tryptase basale comme facteur d'orientation pour proposer ou non un génotypage. Donc, si au moment d'un diagnostic de MCAS, on trouve une tryptase basale qui est supérieure à 8, on va d'emblée aller au génotypage, donc à la DDPCR. Et ce génotypage va nous donner le nombre d'allèles d'allèles alpha. S'il y a une discordance entre le nombre d'allèles et la valeur de tryptase basale, à ce moment-là, d'emblée, on va aller regarder la présence d'une maladie clonale. En utilisant donc des biopsies ostomédulaires, l'ANGS, la recherche de la mutation, d'une mutation KIT, notamment D816V. Par contre, si la tryptase basale n'est pas supérieure à 8 et qu'elle n'est pas non plus supérieure à 6,5 avec des red flags ou d'autres signes évocateurs, à ce moment-là, donc on arrête et on reprend, je dirais, la vie comme elle était avant, c'est-à-dire qu'on a juste la mise en évidence de l'activation mastocytaire. Donc, en conclusion, quelle que soit la présentation clinique qui fait suspecter un MCAS, le biologiste va avoir une seule idée en tête, chercher à mettre en évidence une élévation transitoire de la tryptase lors des épisodes d'activation mastocytaire. Cette élévation transitoire se fait donc est donc observée sur 2 prélèvements aigus et basales avec une formule consensus pour le cutoff. Et donc, aussi contraignant que puisse sembler ce critère diagnostique du MCAS, il est clairement incontournable.
Pour ce qui est de la HAT et de la MCAS, ce sont des entités distinctes, mais qui peuvent coexister. Et c'est intéressant d'y penser parce qu'on a à la fois un retentissement biologique avec une synthase basale élevée et clinique avec une anaphylaxie, un risque d'anaphylaxie plus important. De la même manière, le MCAS et les pathologies mastocytaires prolifératives peuvent coexister, ce qui explique pourquoi il ne faut pas hésiter à au moins discuter une exploration hématologique avec biopsie ostéomédulaire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne suite de congrès.